Okay, I'm just gonna share my screen once we have some few people connected. Okay, I can't see. All right, okay, I think we have already... pardon, en français. Donc, voilà, nous avons déjà quelques participants connectés. Bienvenue à ce séminaire. Je suis ici, donc, Anne Bousquet. Je travaille pour l'Alliance mondiale des partenariats entre opérateurs d'eau et d'assainissement, qui est un programme de l'ONU Habitat, et je suis ici dans ce séminaire avec mes collègues Craig Laird et Elissa Bernal, qui nous aideront pour la logistique, la prise de questions, etc. Et c'est moi qui vais vous présenter donc notre appel à projet de WOP aujourd'hui. Je vous propose déjà de partager. Je vais partager mon écran maintenant que nous avons lancé le webinaire et en espérant que tout marche. Craig, tout semble bon. Hein? OK. Donc, premièrement, quelques rappels concernant l'étiquette de l'usage de Zoom, bien que j'imagine que vous soyez déjà tous très familiarisés avec. Donc, désactivez votre micro et votre caméra si ce n'est pas déjà fait ou si l'organisateur ne l'a pas fait. Éventuellement, à la toute fin du webinaire, on pourra peut-être prendre des questions en live si on a en live avec votre participation active et non pas seulement par écrit, si on a encore un peu de temps pour faire ça. Donc, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, vous avez une icône qui représente la boîte à questions. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est ici que vous devez les poser par écrit. On les prendra, on les regardera ensuite et on y répondra à la fin de la présentation. Vous avez aussi une boîte de dialogue que vous pouvez ouvrir sur la droite de votre écran. Là, c'est l'icône avec la bulle et les 3 petits points. Où vous pouvez saluer les autres participants. Vous pouvez mettre aussi des commentaires éventuellement. Et c'est là aussi qu'on vous mettra les informations nécessaires, les liens que je vais mentionner au fil de ma présentation. Voilà pour l'étiquette. Bien sûr, tout ce que je vais dire aujourd'hui, je vous invite à le vérifier ou en tout cas à le confirmer sur notre site web www.gopa.org où nous avons une page dédiée à l'appel à projet de WOP et que mon collègue Craig vous présentera après. Donc, c'est là où vous aurez vraiment tous les détails concernant l'appel, le dossier de candidature, etc. Et voilà. Avant vraiment de commencer à présenter l'appel à projet de WOP, je voulais quand même faire un rappel sur le concept de WOP pour qu'on soit bien sur la même page. Donc, quand on parle de WOP, WOP, c'est l'acronyme en anglais de Water Operators Partnerships, donc les partenariats entre opérateurs d'eau et d'assainissement, même si ça n'est pas dit dans le titre, mais l'assainissement, bien sûr, est inclus. Donc, quelques traits caractéristiques des WOP et vraiment du concept et je dirais même de l'esprit du WOP qu'il faut avoir en tête. On parle ici de partenariat entre pairs, donc c'est bien des échanges entre un opérateur qui possède un savoir-faire et qui est désireux de le partager, qu'on appelle dans notre jargon le mentor,
et un opérateur en demande de renforcement de capacité, qu'on appellera un opérateur mentee ou mentoré. Je préfère mentee, mais bon, je pense que voilà, vous comprenez ce que ça veut dire dans ce cas-là. Donc, c'est bien l'échange entre pairs, d'opérateur à opérateur. Il faut aussi bien retenir l'aspect renforcement des capacités. C'est vraiment l'objet des WOP. Hein. On ne parle pas ici d'investissement, de poste de tuyau, mais c'est vraiment sur l'aspect capacité de l'opérateur Menti. Aussi, un autre aspect fondamental de l'esprit du WOP, c'est que ces échanges entre opérateurs s'effectuent sur une base de solidarité, de coopération à but non lucratif pendant la durée de WOP et aussi sans visée commerciale après le WOP. L'idée, c'est pas ici que l'opérateur mentor vienne prospecter des marchés de contrats de gestion, etc. C'est vraiment, on veut qu'il y ait un engagement sur une base de solidarité. Et pour cela, d'ailleurs, on appelle les partenaires à signer la charte de JIWOPA, qui aussi inclut un code de conduite. Et enfin, je finirai en disant que l'esprit du WOP, c'est vraiment faire avec, accompagner et non pas à la place d'eux, entre l'opérateur, le mentor et le mentee. Donc, ici, on diverge de l'approche d'assistance technique classique, de recours à des consultants. C'est vraiment le mentee qui va être en charge de la mise en œuvre des recommandations, des plans d'action qui auront été développés avec l'aide du mentor. Donc, après ce rappel, je vous propose maintenant de regarder plus en détail notre appel à projet. Donc, c'est un programme qui s'étalera jusqu'en 2024. Qui a été, donc l'appel à projet a été ouvert il y a quelques semaines déjà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la deadline de dépôt des candidatures est le 15 avril. On va revenir sur le processus de sélection et de candidature. C'est un appel à projet de WOP, donc dans la définition stricte que je viens de vous rappeler. On attend une vingtaine à une trentaine de projets sélectionnés. Donc, il y a 2 fenêtres de candidature disponibles. Une première fenêtre qui est réservée aux projets de WOP nouveaux ou très récents, qui a un historique de collaboration de moins d'1 an, avec une enveloppe réservée pour ces types de projets de 4 75 750 000 dollars. Et une deuxième fenêtre qui est pour les WOP qui sont soit en cours, soit qui ont un historique récent de moins de 3 ans, de plus de 3 ans, où là, on a une enveloppe un peu moindre de 3,5 millions de dollars. On parle de l'appel à projet Union européenne JIWOPA, puisque en fait le financement, le fonds dont JIWOPA va être responsable provient de l'ancienne DEFCO qui maintenant s'appelle la Direction générale des partenariats internationaux. Donc, on attend une vingtaine à une trentaine de projets sélectionnés, à la fois des projets eau et ou assainissement. C'est un processus de sélection qui va s'effectuer par phase, avec une première phase qui est un dossier de candidature déjà assez complet. Donc, aussi un conseil ici, c'est le plus gros de la sélection se fera dans cette première phase, au niveau des dossiers de concept. Vous verrez, vous avez tout cela est détaillé sur notre page web, il y a un dossier de candidature. Il faut fournir un budget, les objectifs, identifier les partenaires, etc. Et puis, sur cette base-là, il y aura une première sélection et seuls les projets sélectionnés devront fournir ensuite un projet finalisé. Donc, il y a une petite variation qui sera autorisée entre le dossier de la phase 1 et le dossier de la phase 2, mais je vous engage à mettre beaucoup d'efforts sur l'élaboration du dossier en phase 1. Les budgets, les subventions attribuées s'étalent de 250 000 à 450 000 dollars par projet.
Veuillez noter que c'est pour une durée obligatoire de 3 ans, donc c'est des projets assez longs et on l'a voulu comme ça. Il faut aussi noter que nous fournirons des accompagnements au projet tout au long de la durée du programme. Un accompagnement sur la gestion du savoir. Il y aura des ateliers interrégionaux organisés par GWOPA sur l'utilisation de certains outils que nous allons mettre à disposition, par exemple des outils de monitoring. On organisera des ateliers d'échange. On organisera des ateliers sur les processus de partenariat. Tout cela on reviendra plus en détail sur ces services d'accompagnement qui seront ajoutés au projet plus en aval. Cette composante du programme est financée par la coopération hollandaise en fait. Donc, globalement, le montage, c'est le financement vient du bailleur, l'Union européenne, à travers cette direction générale. GWOPA, qui est un programme des Nations Unies de l'agence ONU Habitat, est chargé de l'administration de ce fonds, de la coordination globale du programme, de la contractualisation avec les partenaires sélectionnés, du monitoring global, du reporting et de la communication sur l'ensemble du programme. Donc, tous les dossiers sont recevables aussi en français. Hein, le package est vous verrez, on va vous présenter ensuite ça après ma présentation. Le package est disponible en français. Vous pouvez remplir les dossiers de candidature en français sans problème. Par contre, ensuite, si votre projet est sélectionné, le reporting se fera en anglais uniquement, mais pas de panique, les frais de traduction et aussi d'ailleurs les frais d'interprétation sur le terrain sont éligibles comme coût pour le projet. Donc, je reviens sur ces deux fenêtres. Donc, la fenêtre qui concerne les nouveaux WOP. Donc, comme je le disais, ce sont pour les partenaires qui ont un historique de collaboration de moins de 1 an. Ils peuvent aussi ne pas avoir du tout d'historique de collaboration, ce n'est pas obligatoire. Comme ce sont des partenariats en tout cas nouveaux, on attendra un type de résultat moins sophistiqué en termes d'indicateurs de performance que pour les projets de la deuxième fenêtre. On s'attachera plutôt au changement de routine, de process, que des résultats qui soient vraiment vérifiables sur les indicateurs de performance. Alors, vous pouvez noter que l'enveloppe ici globale est un peu plus élevée que pour la fenêtre 2. C'est voulu, c'est parce qu'on veut vraiment encourager de nouveaux venus à la pratique des WOP, que ce soit les mentors ou les mentees. Et d'ailleurs, sous cette fenêtre-là, on encourage aussi beaucoup le co-mentoring, c'est-à-dire l'association de plusieurs mentors, en comptant un mentor qui soit un mentor expérimenté, qui puisse justement initier à la pratique du mentoring d'autres opérateurs. Sur la fenêtre numéro 2, donc là, ce sont pour des projets qui ont plus d'1 an d'historique au cours des 3 dernières années, c'est-à-dire qu'il peut y avoir eu une interruption, mais ça ne doit pas être une interruption trop longue. Cet historique, c'est bien entre le partenaire porteur du projet, donc le mentor, je vais revenir là-dessus, et le mentee. Par contre, pour les partenaires additionnels, il n'y a pas d'obligation d'un historique sous cette fenêtre-là, ni d'ailleurs dans la première fenêtre. Ici, on va attendre des résultats plus sophistiqués, on va attendre une capitalisation sur des résultats qui seraient obtenus sur une première phase existante, donc qui se reflète plus sur l'amélioration des indicateurs de performance. On s'attendra plus aussi à des efforts de mobilisation de ressources extérieures ou de ressources post-WOP, de financement de plans d'investissement. Donc, un effort aussi dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est la différence majeure entre les deux fenêtres, mais on parle bien des mêmes types quand même de projets de WOP, avec le même type
partenaires, porteurs de projets, de bénéficiaires, comme on va le voir à présent. Donc, quels sont les types de projets éligibles pour cet appel? Donc, j'ai bien insisté, on parle bien des WOP, ok? Donc, des partenariats à but non lucratif entre deux pairs, opérateurs d'eau et d'assainissement, qui a pour visée le renforcement des capacités de l'opérateur mentoré. Ensuite, en termes de montage, c'est très flexible. Il y a plusieurs, tous les types de montage sont autorisés en termes de mariage géographique, on va dire. Les projets nord-sud sont éligibles, les projets sud-sud sont éligibles, ou triangulaires également. Donc, on va revenir sur les pays après éligibles géographiquement. Mais quand je parle d'un projet nord-sud, ça veut dire d'un mentor, par exemple, d'un pays de l'Union européenne et un mentee d'Afrique ou un mentee d'Amérique latine. Ça, c'est le projet nord-sud. Sud-sud, bon, vous voyez ce que ça veut dire. Et triangulaire, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir, par exemple, un mentor du Nord associé à un mentor du Sud, qui tous les deux ensemble vont co-mentorer un mentee du Sud. La durée, c'est 36 mois. Ça, c'est une durée obligatoire. On vous demandera aussi de signer le code de conduite de GWOPA qui insiste justement sur les aspects de solidarité, de transparence, etc. Notez aussi qu'il y a une clause de quarantaine, c'est-à-dire que les partenaires s'engagent à ne pas entrer dans des relations commerciales après le WOP pour une durée de 4 ans après le projet. Et comme je le disais, les budgets, les subventions disponibles entre 250 et 450 000 $. Oh, il manque un zéro, hein, pas de panique. Ensuite, les thèmes éligibles, c'est tous les thèmes techniques, commerciaux classiques des opérateurs et donc l'eau non comptabilisée, la qualité de l'eau. Il y a quelques thèmes qui vont être privilégiés. Donc, bien sûr, ça concerne notamment l'amélioration de l'accès à l'eau, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Tous les thèmes qui ont une influence plus directe sur l'objectif du développement, les objectifs pour le développement du millénaire. Oui, donc l'assainissement aussi, ça sera quelque chose qui sera plutôt favorisé. Vous retrouverez cette liste d'éligibilité dans les dossiers de candidature disponibles. Et les activités, donc comme on parle de renforcement de capacité, ben, c'est tout ce qui va encadrer ce processus et ces mécanismes. Donc les diagnostics sur les besoins de renforcement de capacité, les visites qu'on appelle benchmarking ou d'exposition aux bonnes pratiques. Donc, quand le mentee se déplace chez le mentor pour voir comment fonctionnent ses services, pour faire une visite de terrain. Tous les types de formations. Alors, les formations classiques de type voilà, théorique en classe. Certains opérateurs, hein, vous savez, disposent de centres de formation d'ailleurs. Ça peut être des formations sur site ou en immersion, en ligne également. Donc, il y aura, oui, on demandera certainement le développement de divers scénarios si les déplacements ne sont toujours pas trop possibles au cours de l'année, à partir de l'année 2022 ou même à la fin de l'année 2021. Donc, il faudra aussi que les dossiers présentent des options en cas de déplacement, de voyage impossible, de mission sur le terrain impossible. Ça veut dire donc comment ils peuvent faire ce travail de mentorat en ligne le plus possible. On demande aussi qu'il y ait un minimum d'activités de communication autour du projet à l'échelle de chaque projet, même s'il y aura un cadre pour l'ensemble du programme, mais chaque projet doit aussi communiquer autour des activités. Et il y a aussi
ou une obligation à participer à ces ateliers d'encadrement, de gestion des connaissances que nous animerons. Tout ça, bien sûr, toujours dans l'esprit du WOP qui est de faire avec et pas à la place d'eux, entre le mentor et le mentee. Concernant l'éligibilité des partenaires, donc, alors ici, on insiste bien sur le fait que le partenaire porteur du projet, celui qui va donc déposer la candidature au nom de l'ensemble des partenaires et qui va être le récipiendaire de la subvention, donc à travers qui les fonds seront déboursés, ça doit être l'opérateur mentor dans le montage du projet. Donc, c'est l'opérateur qui va fournir l'essentiel des activités de renforcement des capacités, l'opérateur mentor. Donc, en termes d'éligibilité, il faut que ça soit aussi un opérateur public. Donc, quand on dit public, il faut qu'il soit au moins une propriété de l'État à au moins 51%. Et que ce soit donc une entité qui est ressortissante soit d'un pays de l'Union européenne, soit d'un pays de la liste des pays éligibles à l'instrument de coopération de l'Union européenne, que j'ai appelé ici DCI, c'est l'acronyme en anglais. Il y a la liste, bien sûr, la liste de ces pays est disponible sur notre site internet. Globalement, bon, ça concerne le Grand Sud en général, mais notez bien que, par exemple, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada ne sont pas éligibles puisqu'ils ne sont ni ressortissants de l'Union européenne, ni éligibles à l'aide au développement, en gros, de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a toujours dû au Brexit, il y a toujours un doute qui n'a pas encore été levé par l'Union européenne, mais on mettra toutes les informations nécessaires le moment voulu. Donc, l'opérateur mentor qui sera porteur du projet doit avoir, bien sûr, doit pouvoir démontrer sa capacité technique financière claire pour faire le travail de mentorat, mais aussi sa capacité administrative à recevoir, à gérer des fonds. Il y a une checklist pour la sélection, pour vérifier l'éligibilité de ces partenaires porteurs de projets, notamment en termes d'intégrité. Ils ne doivent pas figurer sur la liste noire des Nations Unies, etc. Alors, quand on parle d'opérateur, il faut aussi que je précise quelque chose d'important, donc opérateur public, ou ça peut être aussi un gouvernement local, une municipalité qui est en charge directe du service, comme dans un type régie, hein, une régie des eaux, qui appartient à une municipalité, qui est simplement un département au sein de la municipalité, sera aussi éligible en tant que mentor et d'ailleurs aussi en tant que mentee. Pour chaque opérateur mentor, jusqu'à 5 candidatures de projets de WOP différents peuvent être déposées. Ensuite, quand on parle de partenaires bénéficiaires, ici on parlera vraiment des mentees, des opérateurs qui vont être mentorés, qui vont bénéficier de ce renforcement de capacité. Pour chaque projet, il peut y en avoir de 1 à 5 sous le même projet de WOP. Donc, un opérateur mentor peut mentorer jusqu'à 5 mentees dans le même projet de WOP, qui peuvent être également de pays différents. Bien sûr, il faut que ça soit justifié et que ça soit aussi efficace en termes de coût. Donc ça, tout dépendra des candidatures déposées. Il faut noter aussi que le mentor et le mentee peuvent être du même pays, hein, par exemple entre l'opérateur de la capitale et l'opérateur d'une ville secondaire, si c'est le cadre institutionnel en question. Donc ça, c'est aussi une possibilité de montage. Donc les mentees, comme je disais, ce doivent être des opérateurs fournisseurs de services publics ou des autorités locales en charge des services directement, des pays de la liste DCI que vous pouvez consulter. Bien sûr, ces mentees doivent totalement adhérer au projet et ils ont une obligation de contribution en nature. On va revenir sur les coûts éligibles, mais pour les mentees, il y a cette obligation.
Les partenaires additionnels, donc là, on va parler par exemple d'ONG, de centres de recherche, d'universités, d'associations d'opérateurs ou oui, de services, d'eau, des agences de bassin, tous les organismes à but non lucratif, pareillement issus soit d'un pays de l'Union européenne, soit des pays de la liste DCI. Ils vont être considérés comme partenaires additionnels. Il peut y en avoir jusqu'à 5, mais ce n'est pas une obligation, hein, il peut ne pas y en avoir du tout. Et parmi les partenaires additionnels, on inclut les co-mentors et on peut en avoir jusqu'à 2 par projet. Donc, il peut y avoir un mentor principal, celui qui va déposer la candidature, associé à 2 autres mentors qui vont l'aider dans ce travail et qui, eux, seront rangés dans la catégorie des partenaires additionnels. Ça a une influence sur la manière dont sont gérés ensuite les financements à l'intérieur de ce montage. Je pourrais prendre des questions sur ça après la présentation. Les coûts éligibles alors. Jusqu'à 100% des coûts totaux du projet sont éligibles, mais bien sûr, on encourage fortement une contribution en cash ou en nature de tous les partenaires, y compris les partenaires mentors. Mais il faut savoir quand même que pour ces partenaires mentors et ceux qui sont des co-mentors, ils peuvent leurs coûts de main-d'œuvre, leurs coûts de personnel sont éligibles aussi à 100%, même si on les encourage très fortement à participer, à faire une contribution en nature en termes de temps d'expert, pour une certaine partie au moins. Le temps de travail des mentees, hein, du partenaire de l'opérateur bénéficiaire mentee, n'est pas recouvrable. Par contre, ça, c'est 0% pour eux. Donc, dans les coûts éligibles, on a tout ce qui est frais logistiques qui sont liés au déplacement des experts sur le terrain, donc les billets d'avion, l'hébergement, les repas, les visas, les assurances de voyage, etc. Il y a des règles précises qui doivent répondre bien sûr aux règles des Nations Unies. Les frais de communication, de participation à des événements, de recherche de financement sont aussi éligibles. Et puis, donc, pour le montage, donc le porteur du projet, le mentor principal, peut en quelque sorte déléguer à ses partenaires additionnels certaines tâches, par exemple la coordination. Dans ce cas-là, le partenaire additionnel chargé de la coordination peut demander le recouvrement du temps de son personnel passé à ces tâches de coordination. Il y a bien sûr un maximum. Pour les partenaires additionnels, il y a un maximum de transfert qui est possible venant de l'opérateur mentor de 25% du total de la subvention. C'est possible aussi d'avoir recours à des petits achats pour des achats justifiés par le projet, par exemple un équipement en logiciel, un kit de détection des fuites, etc. Donc, chaque achat d'équipement ne peut dépasser 40 000 $ et doit répondre aussi, bien sûr, à un processus de marché spécifique qui doit être conforme aux règles de Habitat. Donc, là aussi, tout ça, c'est disponible. Donc, le nombre de devis, etc. Donc, quelque chose d'assez classique. Il peut y avoir aussi recours à une consultance ponctuelle justifiée, mais évidemment, ça, c'est pas du tout encouragé puisque quand même, je crois vraiment que l'esprit qu'il faut retenir, c'est que la majorité des activités de renforcement des capacités, donc du temps aussi d'experts, doit venir de l'opérateur mentor principal. Donc, voilà, vous avez aussi donc, les frais de traduction, les frais d'audit qui sont couverts par la subvention.
Et puis, bon, je vous laisse regarder donc les autres conditions. Ouais, il y a un maximum de 100 000 $ par... donc, c'est 25% ou 100 000 $ de la subvention totale comme transfert autorisé à un partenaire additionnel. Alors, quelque chose aussi que je préciserai ici, les opérateurs privés sont éligibles à titre de partenaire additionnel. Donc, par exemple, un opérateur privé peut être co-mentor auprès d'un opérateur, aux côtés d'un opérateur public. Mais dans le cas des opérateurs privés, ils ne sont pas éligibles pour le recouvrement des coûts de personnel. Par contre, les frais de déplacement, de logistique, etc., de leurs experts seront bien sûr couverts, mais ils ne peuvent pas recevoir de transfert. Donc, c'est des frais qui sont pris en charge directement par l'opérateur mentor. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, c'est l'opérateur mentor principal qui va aller acheter les billets d'avion pour les experts de l'opérateur privé qui les mettra à disposition gracieusement. OK, donc je peux répondre aux questions là-dessus après. Le montage contractuel, donc comment ça marche? Bon, au niveau de la gestion du fonds, donc nous, en tant que GIOPA, programme de UN Habitat, nous avons un accord de gestion du fonds du programme avec le financement de l'Union européenne en question. Ensuite, pour les projets sélectionnés, on aura un accord de coopération par projet avec le partenaire porteur, le mentor. Donc, dans cet accord de coopération seront précisés les délivrables, le déboursement, le décaissement se fera par tranche avec un certain nombre de délivrables à fournir pour débloquer les prochains décaissements. On a prévu, je crois, 4 décaissements. Je crois que le premier, ça peut monter jusqu'à 30% de l'ensemble de la subvention et le dernier ne peut pas être inférieur à 10%. Donc, je crois que c'est 30, 30, 30 et 10 sur 3 ans. OK. Ensuite, donc, le partenaire porteur du projet mentor qui va recevoir donc ces décaissements de GIOPA, de Habitat, et sera ensuite responsable de transfert de fonds vers les partenaires bénéficiaires, ceux qui ont un statut aussi d'organisation à but non lucratif. S'il y a un recours, par contre, à des partenaires privés qui ne sont pas des partenaires, qui sont des prestataires de services privés, par exemple l'interprétariat ou une consultance très spécifique sur un aspect, là, le mentor devra procéder bien sûr à un appel d'offres. Il n'y aura pas un transfert de gré à gré dans ces cas-là. Et l'ensemble donc des partenaires, donc mentor, mentee, co-mentor, éventuellement partenaire additionnel, devront signer un protocole d'accord dont on fournira d'ailleurs un template, un exemplaire type. Voilà. Donc, pour revenir sur donc le processus de sélection, excusez-moi, c'est pas traduit, mais je pense qu'on peut tous comprendre. Donc, l'appel a été ouvert le 15 janvier. Donc, déjà un gros mois. Hein. On accepte de recevoir des questions à travers un mécanisme que Craig ensuite va vous décrire jusqu'au 15 mars. La date limite de dépôt des candidatures, c'est le 15 avril. Ensuite, il y aura un processus de sélection. Je n'ai pas parlé du processus de sélection, mais c'est un comité indépendant à UN Habitat. Je tiens à signaler d'ailleurs que GIOPA ne fait pas partie directement du comité de sélection. Donc, ce comité examinera les candidatures entre le 15 et le 30 avril. Il y aura une annonce des projets sélectionnés pour la phase 1 le 1er mai. Et puis, donc, ces projets sélectionnés seront sollicités pour présenter un dossier de candidature complet et ils auront jusqu'au 30 juin pour le faire.
Ensuite, il y aura une dernière, voilà, une dernière phase de sélection. Et le 15 juillet, il y aura l'annonce finale des 20 ou 30 projets sélectionnés. Et puis, c'est à partir de là, on va signer, il y aura la signature de tous ces accords et pour un début espéré des projets en septembre 2021. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je prendrai les questions après la présentation de Craig. Je vais passer la main à mon collègue qui va vous guider maintenant sur notre page web. Si j'arrive à sortir, voilà, ça devrait être bon. D'accord. Ok, merci Anne. Juste un petit rappel pour ceux qui sont peut-être arrivés avec un peu de retard. Si vous avez des questions pour Anne, on a une boîte à questions en bas où vous pouvez écrire votre question et à la fin de ma présentation, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez bien. Alors, toutes les informations qu'Anne a présentées, c'est beaucoup d'informations. Donc, je vous conseille de vous connecter sur la page web de JIVOPA. Ici, vous voyez la page principale et on a créé une page spéciale sur le projet de l'Union européenne. Alors, sur la page web, vous avez des informations assez générales sur le programme. La page est en anglais. Par contre, on a traduit tout le contenu en français. Ici, vous pouvez le télécharger en PDF pour partager avec vos collègues ou avec des potentiels partenaires de vos projets. Ensuite, je reviens sur la page principale. Ici, vous avez le dossier également en français où il y a toute l'information qu'Anna vient de présenter et aussi quelques informations, je pense, assez importantes, par exemple pour la liste des pays éligibles dont Anne a fait référence. C'est dans le annexe D, il me semble. Le calendrier, etc. etc. Autre chose importante, le dossier qu'il faut remplir et renvoyer à JIVOPA se trouve également dans ce dossier, dans ce document. C'est le annexe A, le page 25. Donc, je vous conseille de télécharger ce document également et le partager avec pardon. Anne, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, d'accord. Troisième chose sur la page web, ici, on a le boîte à questions. Si vous cliquez ici, il y a également quelques questions qu'on a reçues pendant les dernières semaines. On a traduit les réponses en français. Donc, avant de nous écrire, si vous avez des questions, il peut se trouver que la réponse se retrouve déjà sur cette page. Donc, pareil, je vous conseille de lire ces questions. Alors, une chose que peut-être Anne peut expliquer en un peu plus de détails, pour les opérateurs qui n'ont pas de partenaires potentiels ou qui n'ont pas d'historique dans ce monde de WOP, on a mis à disposition un service de matchmaking, de trouver des partenaires potentiels. Donc, peut-être Elisa peut partager le lien dans le chat, mais si vous allez sur cette boîte à questions, la question 6, il y a deux formulaires. Donc, un formulaire pour les opérateurs qui cherchent des mentors et des potentiels mentors qui cherchent des opérateurs
qui veulent être mentorés. Donc, ton écran est figé, je crois. Hein? Ou est-ce que tu as cliqué? Alors, je vais repartager. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. Alors, donc, j'étais sur la page de la foire aux questions et c'est la question numéro 6. Vous avez ces formulaires. Donc, malheureusement, le formulaire est qu'en anglais. Par contre, je pense que les questions sont assez simples, mais si vous avez des doutes, vous pouvez toujours nous contacter. Et comme je vous ai dit, c'est un formulaire pour essayer d'identifier des partenaires, des opérateurs qui cherchent d'autres opérateurs, d'autres partenaires. Et avec ces informations, dans les semaines à venir, on va publier une liste sur la page web de GWOPA. Donc, comme ça, vous pouvez aussi consulter les autres opérateurs qui cherchent un partenaire. Et à travers le secrétariat de GWOPA, on peut vous mettre en relation avec des partenaires potentiels. Alors, ah oui, bien sûr. Si, malgré toute cette information, la page web, la foire aux questions et le dossier, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse que Elissa va indiquer dans le chat, qui est info@gwapa.org. On essaie de répondre à vos questions. Vous pouvez nous écrire en français. Et s'il y a des questions qu'on voit souvent dans ces mails, on va éventuellement les rajouter sur cette foire aux questions pour que tout le monde pour que toutes les réponses soient accessibles. Alors, est-ce que... Oui, alors je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a la boîte à questions. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions, donc peut-être Anne, je te passe le micro pour commencer à répondre. Oui, très bien. Merci, merci Craig pour nous avoir présenté donc, le site web où, comme tu l'as dit, il y a vraiment les informations précises et assez détaillées. On fait un effort vraiment aussi hein, pour mettre à jour la foire aux questions, pour être sûr que ça corresponde bien aux questions que vous vous posez. Donc, j'ai regardé les questions que vous avez posées dans la boîte à questions ici. Je vais pas y répondre toutes nécessairement. Certaines sont vraiment très spécifiques, mais vous pouvez nous contacter comme on vous l'a dit. Mais je vais quand même répondre à la plupart d'entre elles. Puis, si on a encore un peu de temps, on prendra de nouvelles questions. Alors, quand on parlait, il y a des questions vraiment qui reviennent sur la différence entre la fenêtre 1, la fenêtre 2, sur quelle est la différence, etc. Donc, je rappelle donc que la fenêtre 1 sur les nouveaux partenariats, c'est vraiment réservé aux partenaires qui ont moins d'1 an d'historique de collaboration entre le mentor et le mentee. On parle du mentor et du mentee dans ces cas-là. S'il y a eu une collaboration par le passé, mais qu'elle n'a pas abouti et qu'elle a plus de 3 ans dans tous les cas, c'est un partenariat qui sera considéré comme un nouveau partenariat. Mais bon, ne soyez pas très inquiets sur cet aspect-là. Si jamais vous indiquez que vous êtes sous la fenêtre numéro 1 et que ce n'est pas le cas, ça ne va pas être un facteur d'élimination de votre candidature. Par contre, soyez précis, effectivement, pour indiquer quelles ont été les circonstances d'un partenariat passé, par exemple, si c'est le cas, qui aurait plus de 3 ans. Alors, les partenaires additionnels, il y a plusieurs questions, donc je vais répondre un peu globalement. Donc oui, les centres de recherche, les universités, les agences de bassin, les agences de planification peuvent être des partenaires additionnels. On doit bien sûr prouver qu'ils apportent quelque chose au projet, soit en termes techniques, d'expertise, soit en termes de coordination ou de communication.
Donc, centres de recherche, oui, ils sont éligibles. Les partenaires privés ne sont pas considérés. Alors, les partenaires privés en général, une agence de consultance ne va pas être considérée comme un partenaire additionnel, il sera considéré comme un prestataire de service. Et dans ce cas-là, la procédure, c'est un appel d'offres mené par l'opérateur mentor qui a besoin d'un service spécifique qu'il ne peut pas lui fournir. J'en sais rien, ça peut être une formation de 1 jour sur le test zéro pression. Bon, ça, c'est peut-être pas un très bon exemple parce que je pense que la plupart des mentors peuvent le faire eux-mêmes. Mais disons, ce genre de prestation très spécifique, si vous voulez avoir recours à une agence de consultance ou un prestataire privé, dans ce cas-là, il faudra le justifier d'abord dans le projet et ensuite, vous fera passer par un appel d'offres. Voilà. Par contre, si c'est un co-mentor, que c'est un opérateur privé, oui, il peut être considéré comme partenaire additionnel. Il n'y a pas besoin de passer par un appel d'offres parce que de toute façon, cet opérateur ne pourra pas recevoir des fonds par transfert du principal mentor. Il pourra juste être défrayé et ça doit être en fait même, c'est même pas un défrayage puisque les frais engagés doivent être directement couverts, payés par l'opérateur mentor qui reçoit le financement. J'avais pris l'exemple des billets d'avion. Il n'y aura même pas de transfert de fonds à ce moment-là. L'opérateur mentor achètera directement les billets d'avion pour les experts de son co-mentor qui peut être un opérateur privé. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à peu près aux questions sur les partenaires additionnels, leur statut, quel type pour les partenaires additionnels, oui, ils peuvent par exemple faire ce qui est la coordination du projet, voire même l'ensemble de la coordination du projet. Je pense qu'il y avait une question dans ce sens-là. La question de la SONAD, elle est un peu spécifique, mais disons que pourquoi pas la mise en place, par exemple, de normes ISO d'un laboratoire, ça peut être considéré comme des activités de renforcement des capacités. Donc, c'est éligible. Et vous pouvez aussi, s'il y a besoin de petits équipements parce que le laboratoire ou un autre service, hein, je parle de ça, mais ça peut être par exemple la gestion de la relation client, il faut changer de software de gestion de clientèle. Ça peut être une dépense aussi éligible. Voilà. Donc, mais pensez bien que l'essentiel des coûts éligibles, ça doit être lié au renforcement des capacités et pas à l'équipement, au développement d'infrastructures. C'est pas fait pour ça. Il faut aller voir d'autres types de sources de financement dans ces cas-là si c'est votre besoin principal. Les partenaires peuvent être d'un même pays, hein, que ce soit le mentor et le mentee, et les partenaires additionnels aussi. Ça peut être d'un même pays, mais il faut quand même que ça soit aussi des entités différentes. Ça, c'est une question sur laquelle on reviendra dans la foire aux questions sur le site, parce que je pense que je vais aussi demander un peu à mes collègues. J'imagine par exemple que si vous pensez à un WOP qui serait entre la direction générale du siège d'une entreprise publique nationale et des services techniques décentralisés, là, on reste quand même dans une même entité, donc c'est difficile de le présenter comme un WOP. Je pense que ce n'est pas l'esprit originel, mais on vérifiera l'éligibilité de ce type de montage, si c'est ce que vous aviez en tête dans la question ici. Quand je disais d'un même pays, je pensais plutôt vraiment à des entités séparées, c'est-à-dire dans le cas où on a un opérateur qui a un périmètre de service qui est par exemple la capitale et qui a son propre statut juridique, etc. Et un opérateur d'une ville secondaire qui a aussi un statut légal distinct. Okay, donc, on parle bien de deux entités. Dans ces cas-là, c'est possible d'avoir un WOP national. J'ai vu aussi, pardon, qu'on avait une question, si un opérateur peut envoyer plusieurs dossiers à ce projet. J'allais venir à ça. Donc, un opérateur mentor peut présenter jusqu'à 5 projets différents
avec des mentees différents, hein, pas 5 projets pour le même mentee. Ça doit être 5 projets avec des mentees différents. Mais par contre, un mentee ne peut pas figurer. Alors ça, Craig, tu vas peut-être me donner une indication supplémentaire, mais selon ma propre interprétation, un mentee ne peut pas être bénéficiaire de plusieurs projets. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est aussi ce que tu dirais? Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, quand on demande dans le formulaire, on demande si les partenaires ont envoyé ou comptent envoyer plusieurs projets. Donc, on va faire cette coordination pour ils vont faire le lien entre plusieurs projets. Oui, donc effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'un mentor peut présenter 5 projets différents avec des mentees différents. Pour les mentees, mon interprétation, c'est que non, ils peuvent être bénéficiaires que d'un seul projet. Ça se comprend aussi hein, en termes de capacité d'absorption. On parle quand même de projets de 3 ans avec des budgets assez conséquents. Donc, je ne pense pas qu'on puisse multiplier les demandes de WOPS pour les opérateurs bénéficiaires, les mentees. Mais ça sera vérifié, on mettra cette réponse plus clairement sur notre site. C'est bien le mentor qui va être le prestataire de service principal qui doit fournir la majorité des activités de renforcement des capacités. Les co-mentors complètent, mais le gros de l'expertise, etc., ça doit être par le mentor porteur de projet. Je crois que j'ai répondu sur ce qui est possible comme partenaire additionnel. Un centre de recherche, bien sûr. Il faut bien sûr justifier cette intervention. Qu'est-ce que ça apporte au projet? Il faut que ce soit des entités à but non lucratif. Donc des ONG, des organisations de la société civile, des centres de recherche, des universités, des agences de bassin, des entités publiques. Alors, les audits, oui, tiens, il y a effectivement un audit obligatoire, je crois, qui intervient à la fin du projet, dont le coût peut être intégré d'ailleurs à la subvention. C'est un audit qui doit être fait par un organisme certifié. Hein, il y a des normes internationales d'audit, donc qui doit dire qu'effectivement les rapports financiers qui ont été présentés pour les décaissements sont bien conformes aux dépenses engagées. Donc tout ça, ça va être précisé dans les accords de collaboration entre le mentor et Habitat. Donc, pour chaque décaissement, on demande un rapport financier et il faut que les justificatifs soient conservés jusqu'à une durée, je crois, de 3 ou 4 ans après le projet. Donc, au moins pendant toute la durée du projet, ça c'est sûr. Par exemple, les billets d'avion, on ne va pas demander qu'ils soient scannés et mis dans vos dossiers, dans les rapports financiers. Mais par contre, on vous demande de garder ces pièces justificatives parce qu'à la fin des projets ou des 3 ans, vous devez faire cet audit par un auditeur indépendant qui va dire oui, effectivement, telle dépense a été rapportée et nous avons vu les justificatifs, etc. D'accord? Donc, il faut bien regarder tous les justificatifs des dépenses pour cet audit indépendant qui a lieu à la fin du projet. Donc, j'insiste encore hein, sur les WOP, on parle bien de renforcement des capacités, on ne parle pas de projet d'amélioration d'infrastructures, etc. Ou vraiment de manière, je ne sais pas, par exemple, si vous faites un petit projet pilote sur un quartier défavorisé qui n'est pas desservi et que vous allez faire une conduite de 10 mètres, pour amener l'eau à ce quartier, ça peut être considéré comme une dépense éligible avec les limitations qu'on a données, parce que vous allez faire tout un projet pilote ensuite autour des raccordements, etc. Mais ce n'est pas l'objet, vous n'allez pas dépenser la subvention sur des raccordements, de la tuyauterie, des compteurs, non, ce n'est pas l'idée. Voilà, donc
Oui, oui. Anne, il nous reste 5 minutes plus ou moins, donc si vous êtes d'accord, on peut inviter quelques participants à poser d'autres questions. Il y a l'option de lever la main. Donc, si je vois qu'il y a des mains levées, je peux donner l'accès au micro. Alors, on a Maxime. Alors, Maxime. OK, je pense que Maxime, maintenant, vous pouvez activer le micro. Maxime. Alors, on va peut-être passer allô? à... Ah oui, allô, Maxime. Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Allez-y, on vous entend. Posez votre question. Oui, d'accord. Oui, je voudrais savoir si l'aménagement d'un ouvrage d'eau ou d'assainissement peut être éligible parmi les activités. Ok, merci pour cette question. Alors non, ce n'est pas éligible s'il s'agit d'un investissement important, comme je viens de l'expliquer. Il faut voir après exactement votre cas. On ne va pas trop en débattre ici, c'est spécifique, mais ce que j'expliquais, c'était que la subvention, elle est vraiment pour le renforcement des capacités. Elle doit aller à des activités de formation, d'immersion, du personnel, mais pas sur les infrastructures. On autorisera des achats ponctuels, par exemple d'un kit de détection de fuite ou d'un logiciel, mais pas l'équipement d'un quartier. Ça ne rentrera pas de toute façon dans les enveloppes qu'on met à disposition. Alors, est-ce qu'il y a... Merci. Voilà, je vous en prie. Vous coupez votre micro, s'il vous plaît, maintenant, Maxime. Voilà, très bien. J'ai une autre question de Risk. Oui, que je connais. Oui, bonjour Anne. Bonjour. Oui, je voudrais savoir pour les projets de l'année passée, parce qu'à cause de Covid, on n'a pas continué, il y a eu une interruption. Est-ce qu'ils sont éligibles pour ce projet, pour la fenêtre 1 ou la fenêtre 2? Oui, tout à fait. C'est possible et je vous encouragerai même à le faire, sachant que bon, pour ces projets-là, c'est spécifique, donc je ne veux pas en parler trop longtemps là, mais c'est éligible. Mais on pourra en discuter, vous pouvez me contacter pour en discuter. Merci bien, merci. Je vous en prie. Et peut-être une dernière question de Techno F1. Vous avez le micro activé maintenant, oui. Oui, bonjour. Bonjour, oui, Je allez-y, on vous voudrais entend. savoir si est-ce que vous pouvez financer les projets de renforcement des capacités de l'État en ce qui concerne la population. Bonjour, je ne vous écoute pas. On a vous du mal à entend vous très entendre. mal. Mettez Je vous votre entends question bien, par ça va. écrit. Oui, mais nous, on vous entend mal. J'ai compris. Est-ce que le financement des renforcements des capacités, et après, j'ai pas eu la suite de votre question. Vous pouvez la mettre par écrit si vous voulez. Essayez encore. Ok, dans tous les cas, ça passe très bien chez moi. Vous m'écoutez? Allez-y, répétez votre question. Allez-y, madame. Vous m'écoutez? Oui, répétez votre question. Oh, je pense qu'on vous entend. Oui, allez-y. Oui, je disais que est-ce que vous pouvez financer le renforcement des capacités de l'État ou bien des collectivités décentralisées en ce qui concerne la problématique de la gestion des boues de vidange, c'est-à-dire des matières fécales? Parce que ici, chez nous au Cameroun,
c'est un réel problème parce que les municipalités, le plus souvent, sont des politiques. Raison pour lesquelles ils ne comprennent pas très bien l'importance de la gestion des boues fétales, des matières fécales, et aussi l'importance du traitement, de la valorisation de ces produits, surtout les problématiques liées à tous ces matières fécales qui dégoulinent partout. Ils ne comprennent véritablement pas. Pour eux, ce n'est pas une priorité. Pourtant, la réalité aujourd'hui, c'est que c'est très dangereux, non seulement pour le changement climatique, mais aussi pour la santé des populations. Donc, est-ce que vous pouvez financer un projet qui peut permettre à ce qu'on puisse mettre toutes ces collectivités décentralisées pour les parler, pour les aider à comprendre les risques qui sont liés à tout cela, et aussi sur la formation des normes en question d'assainissement? Ok. Alors, je vais répondre à votre question. Donc, effectivement, la thématique de la gestion des boues de vidange, c'est éligible pour nos projets. Ensuite, la question des partenaires éligibles, il faut que ce soit des collectivités locales qui soient directement en charge de la gestion des boues de vidange. Donc, j'imagine, je ne sais pas au Cameroun exactement comment ça se passe, si ce sont bien les collectivités locales qui sont en charge de la gestion des boues de vidange ou si ce sont les opérateurs. Si ce sont les opérateurs qui peuvent être bénéficiaires de nos projets. Les collectivités locales pourraient être associées éventuellement comme partenaires additionnels, mais si elles ne sont pas en charge de ce service, elles ne sont pas éligibles. On parle vraiment de renforcement des capacités des opérateurs qui sont en charge de ces services-là. D'accord? Donc, si la municipalité, c'est juste un acteur politique, mais qui n'est pas en charge directement, n'est pas éligible à ce programme-là. Il faut chercher d'autres types de programmes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais prendre peut-être une dernière question. Monsieur Mossen? Bonjour, Madame Anne. Oui, bonjour. Allez-y. J'ai une question. Est-ce que lorsqu'on présentera notre projet, le choix de monteur, c'est le joueur qui prend en charge ou qui? Ah, très bonne question. Très bonne question. Je voulais revenir aussi là-dessus. Donc, on peut, et comme Craig vous a montré, qu'il y a des formulaires à remplir quand on est un mentee et qu'on cherche un mentor ou vice-versa. Donc, on va prendre note de toutes ces demandes et dans la mesure du possible, on essaiera de les faire circuler à travers nos réseaux de contacts à nos partenaires qui peuvent faire cette opération, on dit, de matchmaking, d'identification de mentors potentiels. On ne peut pas dire qu'on va le prendre en charge. Donc, vraiment, je vous invite quand même à contacter vous des partenaires potentiels déjà. J'imagine que dans votre cas, vous êtes plutôt dans une situation de mentee. Donc, bon, je pense que vous faites référence à un projet spécifique ici qui serait éligible d'ailleurs en termes de thème. Donc, reprenez contact avec les partenaires qui avaient déjà été envisagés. Si vous avez une réponse négative, contactez-nous, remplissez le formulaire de mentee. On pourra vous aider, mais on ne peut pas garantir qu'on va trouver un mentor. On va vous aider, mais on ne peut pas le garantir. Voilà. Ok, c'est clair. Je vous en prie. Bon, allez, je veux bien prendre éventuellement une dernière question s'il y en a une, mais je n'ai pas l'impression. Si, Craig, tu vois quelque chose? En attendant, ouais. Non, non. Ok. Alors, donc, je voulais aussi dire que cette présentation, elle sera disponible, la vidéo sera disponible sur le site et également le PowerPoint, on va le mettre pour que vous puissiez revenir dessus. Donc, je souhaite à tous très bonne chance pour finaliser, pour développer vos candidatures. Renvoyez-nous vos questions s'il y a des choses encore qui restent en suspens. Comme j'ai dit, il y a certaines questions
qu'on mettra dans la foire aux questions parce que je pense qu'elles étaient importantes. C'était notamment savoir si un mentee peut bénéficier de plusieurs projets à travers cet appel à candidature. Donc, n'oubliez pas, deadline, c'est le 15 avril. Le temps passe vite et saisissez cette opportunité. Voilà. Donc, je vous remercie tous de votre attention et nous attendons de beaux projets en provenance de tous les partenaires francophones. Merci. OK. Merci. Merci Anne. à tous. Ok. Craig, tu es là encore? Ça y est, tu as fermé la salle, non? Pas encore, je ferme. D'accord.